Bonjour, bienvenue dans le TCN Show. Tu connais, non? Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler du peuple Sawa du Cameroun. Vous avez vu? Je suis habillé dans la magnifique tenue traditionnelle des peuples Sawa du Cameroun. C'est un peuple très célèbre à travers le monde entier. Nous allons aujourd'hui développer, essayer de savoir c'est qui les Sawa, où est-ce qu'on les trouve, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs spiritualités, quels sont leurs arts culturels, quelle est leur gastronomie. Donc nous parlerons aujourd'hui en profondeur du peuple Sawa, avec, comme vous le savez, la chronique de la Modo de luxe et plein d'autres surprises. Restez connectés, vous allez vous régaler. À Somboa. Alors, bienvenue dans le TCN Show. Aujourd'hui, nous parlons du peuple Sawa du Cameroun. Alors, qui sont les Sawa? Sawa signifie la côte, c'est-à-dire les peuples qui occupent la côte du littoral camerounais. Il faut savoir que la côte ici renvoie à tout l'espace côtier du Cameroun, mais je voudrais faire la précision qu'il n'y a pas de côte sans montagne et sans forêt. Donc, c'est ainsi que vous retrouvez donc dans le grand ensemble Sawa, les Sawa de l'eau, les Sawa de la forêt et les Sawa de la montagne. Le peuple Sawa au Cameroun, c'est un peuple qui occupe 5 régions administratives du Cameroun. La région du littoral, naturellement, la région du sud, précisément le département de l'Océan, la région du centre, dans le département d'Union-Ekele, la région du sud-ouest et une petite partie de la région de l'ouest avec les villes de Kekem et de Sanchou. Donc, on peut dire ici que c'est un peuple qui est disséminé dans 5 des 10 régions du Cameroun. Les Sawa ont en commun, parce que généralement c'est ce qui trouble les personnes, les Sawa c'est un peuple qui ont en commun l'histoire, l'ancestralité, la spiritualité, mais surtout et avant tout la géographie. Pourquoi surtout et avant tout la géographie? Parce que le fait qu'ils soient géographiquement proches, malgré les migrations diverses, ça a créé une hégémonité entre ces peuples et ça a créé donc des mariages dans tous les sens du terme, hein, des mariages, des alliances, et ça a permis à ce que ce soit un peuple aujourd'hui qui ne fasse qu'un. Donc, pour certains, ils partagent l'ancestralité, pour d'autres, ils partagent la spiritualité et la géographie, c'est-à-dire le voisinage, et pour d'autres, ils partagent l'ensemble de ces conditions. Donc, c'est un peuple qui a une culture similaire, c'est un peuple qui a une civilisation similaire, mais c'est un peuple qui a des ancêtres différents et qui a connu des migrations différentes. Aujourd'hui, nous avons décidé, ils ont décidé de se mettre ensemble et donc de se faire appeler par ce terme qui renvoie à eux tous et qui n'appartient donc à personne, qui sont les Sawa. C'est un peuple qui est très réputé pour sa convivialité, son hospitalité légendaire et aussi sa grande gastronomie. Je pense on développera dans plusieurs épisodes, mais c'est un peuple qui a une gastronomie très riche. Vous connaissez le célèbre ndolé du Cameroun, le mbongo chobi, le mitumba et autres. Tout ça fait partie de la richesse culturelle, gastronomique du peuple Sawa. C'est un peuple aussi qui est très réputé pour l'art, notamment l'art musical, avec de très grands artistes, Manu Dibango, Charlotte Dipanda, Richard Bona, Étienne Mbappé, Bendeka, Petit Pays. Dans la nouvelle génération, vous avez des artistes comme Loco, Sifor. Vous avez une pléthore d'artistes. Vous avez même dans le rap Dinos. Dinos qui est un
jeune rappeur camerounais qui est aussi issu de ce peuple-là. Et aussi, c'est un peuple qui a marqué le monde et l'Afrique par sa grande richesse dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport aussi, vous avez beaucoup d'illustres, de fils Sawa qui se sont illustrés. Je citerai le plus illustre d'entre eux, l'ambassadeur itinérant Roger Albert Mila. Vous avez Samuel Eto'o, vous avez Mbappé Lépé, le maréchal. Vous avez tout récemment Kylian Mbappé, dont vous avez tous vu son récent passage en Terre Sawa. Vous avez Eugène Ekeke, une multitude de personnes dans le sport, dans le domaine du sport. Vous avez Gladys Epanguet, que vous connaissez très bien. Vous avez une multitude, on en reviendra, on fera d'ailleurs un focus sur toutes ces icônes Sawa qui ont marqué l'histoire de ce peuple. Donc, voilà en gros qui sont les personnes qu'on peut appeler les Sawa. Donc, dans cet ensemble, vous pouvez donc exhaustivement, parce que la liste est longue, vous pouvez donc retrouver les peuples, les Douala, les Bassa, les Ewoudi, les Pongo, les Soubou, les Bakweri, les Batanga, les Banen, les Moya, les Mbo, les Bakaka, voilà, vous avez une multitude de peuples, les Malimba, les Adiais, les Mpo en général, qui sont d'ailleurs la base même du Sawa avec les Bassa. Et donc c'est un très grand peuple, et qui a encore la chance d'avoir deux langues fédératrices qui peuvent être d'ailleurs utilisées même comme des langues nationales, qui est parlée dans l'ensemble et qui fédère l'ensemble des fils de ce terroir-là, qui sont le Douala et le Bassa. Parce que le Bassa, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est une langue que partagent des peuples aux ancêtres différents. Vous avez des peuples qui sont bassaphones, n'ayant pas d'ancêtres directs Bassa, mais qui parlent la langue Bassa. Et pareil aussi pour le Douala, qui est un mélange issu du Ngala, ou alors du Ngala issu du Kikongo même, je dirais, avec le Mpo, qu'on a encore appelé le Bakoko, et le Bassa, et c'est ce mélange-là qui a donné la langue Douala telle qu'elle est connue actuellement. Donc ce sont les deux langues principalement parlées dans ce grand ensemble-là qu'on appelle aujourd'hui les Sawa. Les Sawa, c'est un peuple qui a une spiritualité très riche et qui est réputé pour sa maîtrise de l'eau. Ils sont réputés pour être les grands maîtres de l'eau au Cameroun, avec la plus grande fête culturelle qui a d'ailleurs été faite en 2000, le quatrième festival noir au monde, le Ngondo, qui aujourd'hui fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est donc ce culte des oracles de l'eau. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que c'est un peuple qui est autant dans l'eau, dans les montagnes et aussi dans la forêt. Les Sawa aussi ont la grande maîtrise des montagnes, avec notamment les Bakweri, qui sont les gardiens du mont Cameroun. Vous avez les Bakossi, qui sont eux les gardiens du coupé Maningouba, du mont Maningouba. Vous avez les Ballons, qui sont aussi des gardiens de ce patrimoine culturel et spirituel des montagnes. Vous avez la maîtrise de la forêt avec la grande confrérie du Mbok, des Bassa, qui sont donc les gardiens même de la grande partie de la forêt du littoral camerounais. C'est pour cela donc que vous trouvez que c'est un peuple qui a une spiritualité diverse. Vous avez donc des Sawa qui peuvent être de l'eau, de la montagne, des forêts et qui ont divers rituels initiatiques. On peut en citer quelques-uns exhaustivement. Vous avez le Djengu, vous avez le Mbok, vous avez le Ndje, vous avez le Mpé, vous avez
tous ces rites initiatiques qui sont donc des rites, le Mwankum, qui sont des rites traditionnels africains, qui sont des rites spirituels africains et qui sont dans cet espace naturel, dans cet environnement naturel de l'eau, de la forêt et de la côte. Alors, les Sawa, c'est un peuple qui a marqué l'histoire du Cameroun, qui a joué un rôle important dans la création même du Cameroun, parce qu'il faut savoir aussi que ce sont les rois de la côte camerounaise, donc ici, entendez par là les rois Douala, qui ont été les premiers interlocuteurs des colons européens qui sont arrivés au début des années 1472 et qui découvrent donc, eux, à ce moment-là, un pays qui existait déjà. J'aime pas beaucoup le terme découverte parce que découvrir quelque chose, ça veut dire que ça n'existait pas. Non. En fait, nous existions, nous étions déjà bien placés, nous étions organisés. Et quand ces gens-là sont arrivés, ils ont trouvé des sociétés qui étaient bien installées, bien établies, qui vivaient et qui commerçaient ensemble. Et d'ailleurs, les Portugais qui arrivent à la suite des Hollandais, parce que les Hollandais sont les premiers arrivés en 1472, et découvrent donc le char des dieux. Le char des dieux qui est en terre Sawa, à Buea, chez les Bakweri. Et ils parlent donc dans leurs écrits des différents navigateurs de cette terre-là, de ce char des dieux. Et à la suite des Hollandais, donc, les Portugais arrivent. Et l'histoire retient qu'ils arrivent en pleine saison pluvieuse et ils trouvent les Mbeatoé, que, je précise, est une exception camerounaise que vous ne retrouvez que sur la côte camerounaise et un peu en Asie. C'est des crevettes spéciales qui n'apparaissent que sur nos côtes et qui sont considérées comme une bénédiction de l'absolu que nous appelons Nyambé, parce que dans notre spiritualité, dans notre conception du monde, nous n'avons pas de Dieu, nous avons des divinités et nous avons un seul être suprême qui n'a pas de nom, qui est ineffable, qui est inaccessible, qu'on appelle Nyambé. Et donc, nous estimons que c'est Nyambé qui nous envoie cette manne-là. Et c'est à ce moment que les Portugais arrivent et découvrent donc ces crevettes et appellent cette terre-là Rio dos Camaroes, c'est-à-dire la rivière des crevettes. Et de ce nom Rio dos Camaroes, donc, qui va être transformé quelques années après par Cameroon Rivers, par les Anglais qui ont suivi les Allemands, les Portugais, autant pour moi. Et ensuite, après les Anglais, vous avez donc les Allemands qui arrivent et qui baptisent la ville de Douala en Camerounstadt. Et c'est à Camerounstadt que le 12 juillet 1884 est donc signé, le 11 et 12 juillet sont signés les traités germano-Douala, le 11 juillet par le King Daido Epé Ekwala, Jim Daido, le 12 juillet par Dikampondo Akwa et dans la foulée par le King Bell Ndomba Lobe. Cet acte devient donc, si vous voulez, comme certains historiens s'accordent à le dire, l'acte de naissance politique du Cameroun tel qu'il est connu aujourd'hui. Et c'est ce traité-là qui donc donne les droits d'administration à l'Empire allemand à l'époque. Donc il faut préciser que les Sawa ont joué donc un rôle essentiel dans la création du Cameroun. Vous avez donc par la suite l'installation à Douala des Allemands, ça devient la capitale de ce pays. Ensuite, la capitale va être délocalisée à Buea. Buea encore, qui est une ville de l'espace Sawa, donc en terre Sawa. L'espace Sawa a donc connu deux capitales du Cameroun, Douala d'abord et Buea ensuite. Et après Buea, donc la capitale ira après à Yaoundé, où elle est jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire le rôle majeur que les peuples Sawa en général ont joué dans la création du Cameroun post-colonial, post
et post- et néocolonial, c'est-à-dire avant l'arrivée des colonisateurs et même des explorateurs, c'était déjà une place centrale du commerce dans le golfe de Guinée. D'ailleurs, les explorateurs portugais qui, dans les années 1500, vont ramener le premier Camerounais à l'extérieur, à être parti, le fils du king, celui qu'ils ont appelé King Monoba, et ils écrivent dans leur récit qu'ils y ont découvert le roi le plus puissant du golfe de Guinée qu'ils ont appelé King Monoba, et qui était donc en réalité Mapoka, qui était le roi Sawa qui régnait sur les berges du Vouri en ce moment-là. Donc c'est pour vous dire que l'histoire de ce peuple est très riche, elle est très diversifiée, et nous allons en parler dans plusieurs épisodes, et nous essayerons de faire des focus sur chacune de ces étapes importantes dans la vie de ce peuple et même du Cameroun tout entier. Donc, tout de suite, je vous propose d'écouter la chronique de la Modo de Luxe qui va nous parler de la richesse culturelle du peuple Sawa. Et je vous reviens derrière. À tout de suite. Les éléments qui caractérisent les peuples Sawa du Cameroun, vous avez déjà le vestimentaire qui est assez particulier. Comme vous pouvez le voir, je suis habillé en tenue traditionnelle Sawa, qui est le premier élément distinctif de ce peuple. Ensuite, vous avez la gastronomie, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez ce fort caractère hospitalier qui leur est reconnu parce que c'est un peuple qui, pendant toute son histoire, a toujours accueilli des gens chez eux. Donc, vous avez ce truc-là. Et ça a été un peuple de travailleurs, ça a été un peuple de bâtisseurs parce que le 12 juillet 1884, les 11 et 12 juillet 1884, qui sont donc les dates de la signature du traité Germano-Douala. Vous avez le très célèbre, tristement célèbre 8 août 1914, qui est la date à laquelle Tété Kombo, feu Sa Majesté Rudolf Douala Mangabel, fut arrêté et exécuté avec son très célèbre secrétaire Adolphe Ngossodine, mais aussi une vingtaine de compagnons de lutte. Vous avez le King Akwa Dikampondo, qui au même moment aussi se faisait déporter. Son fils Ludwig Pondadika aussi arrêté et déporté en Gaoundéré. Vous avez le King Kouvali Kenye, qui lui aussi du côté de Boya s'est fait arrêter. Vous avez William Madola, qui lui aussi a été exécuté ce 8 août. De son côté, vous avez Etongo, le roi Malimba, qui lui aussi a été arrêté. Donc les Sawa ont payé un lourd tribut dans cette première vague de résistance, parce qu'il y en a eu plusieurs. Dans cette première vague de résistance camerounaise, les Sawa sont le peuple qui ont payé le plus lourd tribut pour la libération du Cameroun et pour l'indépendance du Cameroun. Donc vous avez cette date-là, qui sont pour moi les dates clés et les rôles importants que le peuple Sawa a pu jouer. Ensuite, vous arrivez 1919, vous avez la commission mise en place par Emmanuel Macron et son Excellence Paul Biya de vérité sur les crimes de guerre de l'administration coloniale française. Dans ce rapport qui a été remis aux deux présidents, il y est marqué qu'en 1925, justement, les rois Douala de l'époque écrivèrent une pétition à Versailles pour réclamer cette indépendance du Cameroun. Donc, il y a cet engagement politique fort que les Sawa ont toujours eu de toute leur histoire. Vous avez ensuite, quand vous redescendez un peu plus, vous avez le début des années 50, où mon illustre grand-père,
Frédéric Henri Eitel et Kwale Saka, King Daido, Dika Bitote, et puis Sa Majesté Dika Bitote Akwa, et l'ensemble du Ngondo à cette époque. Ils ont fait une délégation qu'ils ont envoyée à l'ONU pour réclamer l'indépendance du Cameroun. À ce moment-là, ils ont demandé l'indépendance pour tous les Camerounais. Donc il y a toujours eu cette conscientisation, ce fort impact, cette mobilisation pour ce sentiment camerounais, parce qu'ils ont lutté justement pour que ce Cameroun que nous avons aujourd'hui hérité existe. Donc il faut dire que le peuple Sawa, c'est un peuple qui a toujours su fédérer, qui a toujours su, comment dirais-je, qui a toujours eu ce patriotisme fort. Vous avez les femmes Sawa qui ont manifesté en 1930, qui ont été fusillées par l'administration française. D'ailleurs, ça avait fait la une des journaux parce qu'elles réclamaient leurs droits. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes de cette communauté, ont toujours eu un militantisme fort, ce fort esprit politique. Et c'est quelque chose que la nouvelle génération doit pouvoir copier et ne pas oublier, surtout parce que c'est des actes qui ont permis à ce que nous arrivions à avoir le semblant de souveraineté que nous avons aujourd'hui, et qui a permis à ce que nous portions tout simplement fièrement les noms que nous portons, parce que l'idée des oppresseurs, c'était de complètement nous effacer de la carte, de changer complètement de paradigme. Et s'il n'y avait pas eu cette forte résistance des peuples Sawa, parce que, étant la porte d'entrée, ils ont été les plus exposés, ils ont été les plus comment dirais-je, les plus au contact de cette violence, de cette brutalité, de l'envahissement de notre terre-mère. Et il a donc fallu qu'il y ait cette résilience, j'ai envie de dire, et cette forte personnalité qui a permis à ce que nous puissions combattre cela. Et aujourd'hui, c'est le devoir de mémoire, mais c'est aussi au devoir aux futures générations et aux générations actuelles Sawa de prendre le relais. Ensuite, vous avez les indépendances qui arrivent. Au début des années 1960, vous avez des illustres personnages comme Paul Sopo-Priso. Et avant lui, parce que je l'appelle aussi l'un des oubliés de l'histoire, il ne faut pas oublier que Alexandre Ndoumba Douala Mangabel, le fils de Rudolf Douala Mangabel, a été 3 fois député d'outre-mer à l'Assemblée nationale française, où il représentait donc le Cameroun. Donc à sa suite, vous avez donc Paul Sopo-Priso, qui crée le premier parti politique camerounais, la JECAFRA, à l'époque, et qui est donc l'un des pionniers du militantisme politique au Cameroun. Ensuite, il devient ce brillant homme d'affaires que vous connaissez. Nous en reparlerons dans nos séries de podcasts. Et il devient donc le personnage clé de ce nouveau Cameroun, de ce Cameroun qui va bientôt accéder aux indépendances, qui accède finalement à l'indépendance et qui donc essaie de fabriquer une nouvelle catégorie de Camerounais, des cadres, des hommes d'entreprise, des chefs d'entreprise, des industriels, parce que c'est un grand industriel. Et voilà, et à ce moment, il est accompagné de ses amis. Je pense à Mukura Ndoumbe, je pense à, comment il s'appelle, les bébés Idi, les Marcel Bébé Idi. Vous aviez ensuite des gens comme Henri Jong, vous aviez des Mundo et Soukan, vous aviez plein de grandes personnalités camerounaises à ce moment-là qui sont entrées de plein fouet dans cette indépendance-là et qui ont été les premiers hommes politiques et hommes d'affaires du Cameroun. Donc c'est un rôle prépondérant que nous avons toujours joué dans l'histoire de ce pays. Je vais parler aussi, sans oublier, des grands hommes politiques que nous avons eus, à l'instar de William Ete Kimboumoua, qui a été
le premier président de la chaire de l'UNESCO. Vous avez les docteurs Ndele, qui lui aussi a joué un rôle très important au moment de la réunification du Cameroun. Vous avez des personnalités comme Pokosi Doumbé, des Christian Tobikwo, et Samuel Eboa, qui a été au tout début de cette aventure camerounaise. Donc, le peuple Sawa a eu des figures historiques importantes qui ont joué un rôle assez important dans les Batine et Dibé Kombo, qu'on va appeler ici les notables. Et puis, vous avez donc les Batou des Kombo aussi, qui sont des notables d'un degré divers, parce que vous avez la cellule familiale Sawa, vous avez le village, vous avez le royaume, le village. Ensuite, vous avez les foyers. Et maintenant, à l'intérieur des foyers, vous avez ce qu'on appelle donc les familles. Et à la tête des familles, donc, vous avez ce qu'on va appeler les Sangwamboa. Et donc, les familles, entendez ici les grandes familles, hein, ce n'est pas des familles dans la conception européenne, c'est les grandes familles qui vont donc être appelées les Sangwamboa. Et vous avez donc après ce qu'on va appeler le Mwanja. Le Mwanja, Mwanja Nusadi et Mwanja Ndene. Alors aujourd'hui, la notion de Mwanja Nusadi et Mwanja Ndene est un peu diluée, mais à l'époque, en réalité, les Mwanja, c'était des classes où comment est-ce qu'on positionnait les enfants. Parce qu'il faut savoir que nos sociétés étaient essentiellement polygames. Et dans la polygamie, donc, il fallait avoir une organisation pour pouvoir classer les enfants selon non seulement les classes d'âge, mais aussi les classes par rapport aux femmes. Donc, vous aviez dans ce qu'on appelait les Mwanjanou Sadi, pour commencer, c'était la classe des petits. Et vous avez les Mwanjanou Ndene, qui étaient donc la classe des aînés, c'est-à-dire quoi? Tous les premiers garçons issus des femmes appartenaient donc à cette classe qu'on appelait Mwanjam Toudou, Mwanjam Ndene, qui était donc la classe réservée aux aînés. Et les Mwanjam Sadi, c'était donc la classe réservée aux autres enfants. Donc tous les aînés se retrouvaient dans leur Mwanja et tous les puinés, ceux qui venaient après, avaient leur Mwanja. Aujourd'hui, ça s'est un peu dilué. Donc telle est l'organisation sociétale chez nous. Vous avez du côté des femmes ce qu'on va appeler les Ngon, qui signifie les filles. Et à la tête donc des Ngon, dans chaque village, vous avez celle qu'on va appeler la Mangon, qui est et vraiment comment fonctionnait notre tradition. Ils disent que la place de la femme est dans la cuisine de façon péjorative, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, elle est dans la cuisine parce que c'est dans la cuisine que se trouve la force et le fondement du foyer. Donc, elle est la gardienne du foyer, elle est la gardienne du pouvoir. Donc, si vous voulez, la Mangon, elle est donc la mère de toutes les gardiennes de tous les foyers du village, c'est-à-dire de tout le pouvoir du village. Donc, elle est la gardienne du pouvoir mystique du roi. Et le roi est généralement son frère parce qu'ils ont donc cet héritage de sang et elle est la gardienne du pouvoir et lui, il exerce le pouvoir parce que nos sociétés sont matrilinéaires et contrairement à d'autres peuples côtiers aussi comme nous, comme les Akans, qui, eux, c'est le matriarcat, c'est-à-dire c'est le fils de la sœur qui règne. Chez nous, c'est le fils du frère qui règne, mais c'est la sœur qui est la gardienne du pouvoir. Et c'est pour cela que les Mangon, en général, ne vont pas en mariage. Vous me demanderez pourquoi. Tout simplement parce qu'elle est la gardienne du pouvoir mystique du village. Donc, on ne peut pas lui permettre de partir, parce que quand une femme va en mariage, elle part donc avec cette part du pouvoir à laquelle elle en est, donc il ne lui est pas autorisé de partir avec cette force, ce pouvoir qu'elle a en elle dans un autre village. C'est pour ça que à l'époque et même encore aujourd'hui, certaines Mangones ne se marient pas. Elles ont le droit d'avoir des enfants, elles peuvent faire des enfants, mais ces enfants-là sont les enfants de la communauté.
Donc voilà l'organisation sociétale chez nous. Et avant l'arrivée des Européens, nous avions donc une organisation, nous avions notre système éducatif. Nous, les enfants, étaient éduqués par ce qu'on appelle les Isango et les Pamba, qui étaient donc des classes d'âge et des classes initiatiques. Ça veut dire que les enfants entre 7 et 10 ans étaient formés dans leur Pamba à eux, dans leur Isango à eux. Ensuite, quand ils atteignaient un certain âge, ils passaient dans un autre Pamba ou dans un autre cercle initiatique où on leur apprenait à être des hommes. On leur apprenait déjà à savoir qui ils sont, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs entités, comment est-ce que l'environnement dans lequel ils évoluent fonctionne, d'où est-ce qu'ils viennent. On leur apprenait véritablement à devenir des hommes. Ensuite, on les envoyait, on les apprenait à nager, on les apprenait la pêche, on les apprenait la chasse. Et on leur apprenait aussi les sciences. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas sur notre spiritualité et notre culture, c'est que c'est essentiellement de la science. Donc on leur apprenait aussi les sciences de l'univers, les lois de l'univers. Et quand ils sortaient donc de ces différentes classes, parce qu'il faut comprendre ici par initiation. L'initiation, en réalité, c'est un apprentissage. C'est exactement la même chose qu'à l'école. Parce que quand on dit je suis un initié, les gens pensent immédiatement à une cérémonie qu'on vous a fait. Non. C'est une cérémonie initiatique, mais ce n'est pas une initiation. L'initiation, c'est tout au long d'une vie, c'est-à-dire c'est un apprentissage, c'est un processus, exactement comme à l'école occidentale. Donc nous avions notre système éducatif qui était donc ces classes initiatiques. Et quand tu terminais donc ton initiation, quand tu sortais de ton école initiatique, généralement entre tes 17 et 18 ans, comme on savait que pour que tu puisses devenir un homme, c'est-à-dire que dans le sens propre du terme, fonder ta famille, protéger les attributs et les choses qui t'ont été montrées et enseignées, ton père, donc, t'épousait une femme. C'est-à-dire que ton père allait épouser une femme pour toi, parce que pour qu'un homme, à cette époque-là, devienne un homme, soit un homme, il avait besoin d'avoir sa contrepartie féminine. C'est-à-dire que la dualité entre les deux, et quand les deux donc faisaient chair, et c'est comme ça que vous devenez donc officiellement un homme. C'est pour cela que la première femme, généralement, c'est la femme que ton père t'épouse. Et tu bâtis donc ton foyer, tu bâtis ta famille avec ta femme. Et ensuite, quand tu deviens donc un adulte, tu rentres dans la vie d'adulte, tu pourras donc après choisir la deuxième, la troisième, etc. en fonction de tes aptitudes et de tes moyens. Donc, il faut comprendre ici que la polygamie, c'était tout un système, c'était toute une théorie, c'est un théorème même, la polygamie. C'est une science que j'inviterais les gens à étudier. Je pense que je ferai un thème spécial dessus, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas en réalité comment est-ce que fonctionnait la polygamie chez nous, et même le mariage, parce que le mariage, chez nous, c'est l'une des institutions les plus sacrées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a plusieurs étapes. Et la polygamie, donc, permettait à ce que des alliances soient tissées, parce que la première femme, comme je vous disais, vous l'aviez parce que vous deveniez un homme, mais ensuite, le village avait besoin de s'agrandir, le village avait besoin de tisser des alliances. Vous savez, à l'époque, nous n'avions pas la monnaie, donc nous n'échangeons pas comme nous échangeons aujourd'hui. Donc, il fallait nouer des contrats ou des alliances avec d'autres villages, avec d'autres tribus, avec d'autres peuples. Et généralement, ça se faisait par les mariages. Je vais même vous donner une anecdote. À l'époque, quand il était réputé que dans tel village, si je prends un exemple concret, hein, si vous êtes réputé pour être de bons pêcheurs et que vous avez besoin à un moment donné aussi de pouvoir d'avoir des enfants qui sachent faire la chasse ou l'agriculture, et quand il est donc réputé que dans tel village, c'est de grands agriculteurs, ben on s'organisait et on se disait, bon, on va chercher les femmes de là-bas, on va contracter des mariages avec elles, on va donc tisser une alliance, comme ça, notre village aussi pourra avoir des enfants qui ont ce sang-là, et eux aussi pourront donc
par les lois de, comme je vous dis, la spiritualité et la science, par les lois de la génétique, auront donc des aptitudes pour eux aussi être de bons agriculteurs ou de bons pêcheurs. Et ça faisait en sorte que nous avions une certaine diversité dans le village. Donc ça, c'était des choses, des exemples parmi tant d'autres. Et il faut aussi préciser, parce que je vois certaines personnes qui commencent à grincher à travers leur écran, je vous vois. Hein. Donc il faut aussi préciser que tout le monde n'était pas polygame, parce que c'est ça aussi que les gens omettent de dire. La polygamie n'était pas pour tout le monde, c'était pour une partie de la population, du moins pour ceux qui en avaient les moyens et pour ceux qui en avaient les aptitudes, parce que la polygamie, c'est d'abord spirituel avant d'être même physique. Et puis, ce n'est pas tous les hommes qui étaient polygames. Il y a des hommes qui n'avaient qu'une épouse, hein, comme aujourd'hui. Il y avait même des hommes qui ne se mariaient pas. Et il y avait aussi des femmes. Parce que aujourd'hui, comment c'est dépeint, on a l'impression que c'est la femme seulement. Non, il y avait aussi des femmes qui n'allaient pas en mariage. J'ai parlé des Mangones tout à l'heure. Il y avait des femmes qui épousaient des hommes parce qu'elles avaient une position dans la société qui leur permettait de ne pas aller en mariage. Et il y avait même des femmes qui ne se mariaient pas. Donc ce n'était pas quelque chose de systématique ou quelque chose d'obligatoire, mais c'était véritablement une culture, une façon de vivre. Et on éduquait les enfants à cela. Et je pense que nous devrions revenir à cette éducation-là, au moins d'éduquer nos enfants, de leur faire comprendre qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, c'est normal. Un homme peut être appelé à en avoir plusieurs, ça existe. Et d'arrêter de leur faire croire ce beau mensonge qu'un homme égale une femme, où il n'y a que ce choix-là qui est le meilleur, parce que c'est ça qui crée beaucoup d'incompréhension et de psychose. Après, les éduquer en leur faisant comprendre ça, ce n'est pas leur imposer quelque chose, mais au moins ils grandissent avec cette notion de savoir que ok, demain je suis appelé à être un adulte, demain je suis appelé à être un parent, et j'ai le choix justement entre être un polygame ou être un monogame en fonction de comment mes moyens, puisqu'on est dans une société capitaliste aujourd'hui, et aussi de comment est-ce que j'entrevois ma vie. Donc de sortir de cet emprisonnement qu'une religion importée nous a imposé, et de pouvoir faire en sorte que les enfants voient le monde tel qu'il est en réalité et tel que comment nos parents l'avaient conçu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de revenir à ses sources. L'Afrique a besoin de revenir à son âme essentielle. Nous avions une civilisation forte. Nous avions des civilisations fortes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, et après 200 ans de cohabitation avec la culture occidentale, qui ne nous a malheureusement pas réussi, je pense qu'il faut que les Africains d'aujourd'hui se posent les bonnes questions et se disent que, d'accord, nous avons été, ensuite nous n'avons pas été, nous avons embrassé la culture des autres, ça fait 200 ans que nous la pratiquons. Je pense que le moment est venu pour nous de faire le point et de se dire que aujourd'hui on est dans un monde où chacun prône son identité culturelle. Est-ce qu'il ne serait donc pas temps pour nous de revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire et de tirer peut-être le meilleur de ce que nous avons appris dans cette cohabitation avec les autres, mais de revenir à ce que nous avions de meilleur. Et c'est ce qui est fabuleux et magnifique dans la culture africaine, dans la spiritualité africaine, parce que je n'aime pas le mot tradition, c'est aussi un mot réducteur que les Occidentaux ont créé pour réduire notre spiritualité. Je pense qu'il faut se dire que nous avions cette chance inouïe, elle est que notre spiritualité évolue. Elle n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que ça n'a jamais été, et ça ne le sera jamais, des choses arrêtées. Il y a des fondamentaux, mais qui évoluent en fonction de l'individu, en fonction de l'environnement, en fonction du temps. C'est pour ça qu'en Afrique, vous verrez des peuples qui ont beaucoup de similitudes culturelles, mais vont avoir des différences, parce que les spiritualités africaines en réalité sont les mêmes, mais vont avoir des différences qui vont être issues donc de soit l'environnement, la situation géographique, ou alors même du vécu de ces peuples-là. Donc, à partir de là, dès lors que nous savons que la tradition peut évoluer, ou alors la spiritualité africaine ancestrale peut évoluer, mais en gardant sa base, en gardant ses fondamentaux, je pense qu'il serait temps que les Africains se regardent dans le miroir et se disent, bon, nous pouvons donc revenir
assez fondamentaux là que nous avons connus chez nous. Donc le peuple Sawa, en conclusion, c'est un peuple qui a su garder, malgré le syncrétisme que nous connaissons aujourd'hui, malgré j'ai envie de dire l'envahissement, l'invasion que nous avons subie, parce que malheureusement la chrétienté, le christianisme est arrivé dans notre pays par l'espace Sawa, et ça a été très brutal. Hein. Il faut pas croire que ça s'est fait facilement. Il y a eu beaucoup de brutalité. Il me souvient du nom d'un colon allemand, d'un colonel allemand, je pense, de l'armée allemande qu'on appelait Keller, qui avait interdit la pratique du culte du Djengu à Douala et qui faisait fesser toutes les personnes qui pratiquaient ce Djengu. Et d'ailleurs, ils avaient dit à l'époque qu'ils récompensaient gracieusement toutes les personnes qui venaient dénoncer les personnes qui pratiquaient ce culte. Donc vous comprenez à quel point ça a été difficile pour nos ancêtres de s'accommoder à ça. Et ils ont malicieusement utilisé le prétexte de l'école, parce qu'à l'époque, donc, les enfants qui n'avaient droit d'aller à l'école que les enfants des personnes qui étaient devenues chrétiennes, des personnes qui avaient aboli la tradition, des personnes qui avaient, entre guillemets, jeté ce qu'ils appelaient les gris-gris, nos reliques. Certaines, ils les brûlaient, mais la plupart, les plus précieuses, ils les ont emportées. Aujourd'hui, vous les voyez, hein, sont exposés dans tous les musées, que ce soit le musée de Berlin, que ce soit le musée Quai Branly à Paris, que ce soit le musée, le British Museum en Angleterre. Donc, vous comprenez qu'ils sont venus et ils nous ont imposé leur vision du monde, hein, leur façon de voir. Et en même temps, chez eux, ils ont prôné la laïcité, mais tout en nous imposant, nous, à devenir des républiques chrétiennes et islamiques pour d'autres. Donc le peuple Sawa a beaucoup subi dans sa spiritualité de ce choc, parce que c'est une agression. Vous savez, les gens ne comprennent pas comment est-ce que, oui, mais vous étiez si fort. Ça, c'est la question qui se pose souvent. Vous étiez si fort, mais comment est-ce que vous avez donc pu vous faire battre par ces gens? Il faut comprendre que nous avons eu 400 ans où ils n'ont pas pu nous pénétrer, parce qu'ils sont arrivés en 1472, je l'ai dit tout à l'heure. Et le premier missionnaire à être rentré au Cameroun, Joseph Méric et ensuite Alfred Sacker, c'est 1845. Donc vous voyez qu'il y a plus de 350 ans où ils n'ont pas pu pénétrer nos côtes, où ils n'ont pas pu nous imposer leur religion. Il a fallu qu'ils abolissent l'esclavage et qu'ils se servent d'un cheval de Troie, parce que Joseph Méric, c'était un ancien esclave jamaïcain affranchi qu'ils ont utilisé pour pouvoir nous pénétrer. Il est arrivé donc, et nous l'avons accueilli parce que nous avons vu un frère noir qui arrivait. Il ne nous a pas ramené quelque chose. On a dit, bon, on écoute. Et il est entré par Soubou, par chez les Soubou à Limbé. Et ensuite, son ami, qui était Ntoné Belede, le fondateur du village Bonantona à Daïdo, qui était de mère Soubou, lui a dit, ben, ici c'est chez ma mère, mais il faut que je t'amène aussi chez mon père à Douala. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, finalement, lui ne pouvant pas arriver. C'est Alfred Sacker qui continue la mission. Et ils installent le christianisme. Et quelques années après, donc, les Allemands arrivent avec le traité germano-douala et imposent, dès qu'ils ont eu accès, ils imposent de façon brutale cette religion-là à nos parents. Et on s'est donc retrouvé à être ce peuple-là qui a embrassé cette culture. Aujourd'hui, ça fait partie, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais aujourd'hui, il y a un fait, c'est que ça fait partie de la culture Sawa. Et donc la Bible a été traduite en Douala, les évangélisations ont commencé. Et aujourd'hui, vous connaissez donc le succès que les chorales d'hommes, les grandes chorales de femmes ont eu. Nous avons eu de très grands pasteurs comme les Lotina Samé, les Pasto Koba, les Pasto Mongolais, qui ont marqué cette partie de l'histoire des Sawa. Donc, ce syncrétisme que nous avons aujourd'hui dans nos traditions avec la chrétienté, c'est dû à
à ce moyen parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'accepter finalement pour pouvoir survivre cette chrétienté qui nous a été amenée et nous y sommes donc accommodés. Et comme je vous ai dit, le Ngondo a été donc interdit. Le Ngondo qui est la fête culturelle traditionnelle des peuples Sawa. Le Ngondo a été interdit d'abord par les Allemands, ensuite par les Français, ensuite, drôle d'histoire, hein, beaucoup de gens ne le savent pas, ensuite par la première administration camerounaise, hein, par le président Amadou Ahidjo, qui a interdit le Ngondo dans les années 70. Et le Ngondo n'a été réhabilité qu'au début des années 90 par le président, son Excellence Paul Biya. Donc, il faut comprendre que nous avons donc subi toutes ces agressions aussi brutales les unes que les autres, qui avaient pour chacune d'entre elles le but de nous détruire, de nous déstabiliser, de nous aliéner complètement. Et nous avons donc pu avoir cette résistance. Mais aujourd'hui, je pense que le moment est arrivé pour que nous nous réveillions et que nous revenions à notre identité propre. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais terminer cet épisode avec quelques phrases typiques que nous connaissons chez les Sawa et qui sont les sacro-saintes même de nos peuples. Lambote tiben ponda, motote ou ipolao. Ce qui signifie chaque chose a son temps et chacun a sa place. Ebimbe de tubi di woto, dia di wodi makaka di bumba. Asombinyo abanaba Sawa, abanaba Cameroun. Meyegabe Ekwamwato, Tamte, Nasomboa. À très bientôt pour le prochain épisode du TCN Show. Nous allons continuer dans l'exploration de la culture camerounaise, des cultures africaines. Nous ferons d'autres thèmes plus approfondis sur l'histoire des Sawa du Cameroun. Nous allons développer avec de nombreux invités. Nous parlerons de sport, nous parlerons de musique, nous parlerons de culture. Et je vous invite à rester connectés. À très bientôt. Umlema.